Salut Guillaume. Salut. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui parce que tu es comédien et je t'ai découvert il y a très peu de temps finalement parce que c'était pendant le Festival d'Avignon. Ouais. Je t'ai découvert dans une pièce qui s'appelle Frères de Clément Marchand et qui se jouait à la Scala et je t'avais trouvé fantastique dedans. Je t'ai vu 2 fois, mon seul regret c'est de ne pas avoir pu y aller une 3e. Et comme pour tous les comédiens et comédiennes que j'aime beaucoup, je suis allée te voir ensuite dans ton actualité de septembre. Tu jouais dans une pièce immersive. C'était au Théâtre de l'Épée de Bois, Exactement, c'est ça, ouais. Et pareil, je t'ai trouvé à chaque fois bouleversant d'humanité. J'ai pas d'autres mots en fait pour décrire ce que tu dégages sur scène. Et comme je savais que tu étais coach et que tu enseignais aussi le théâtre, j'ai fait appel à toi pour un coaching avant un casting et ça s'est super bien passé. J'aime beaucoup ta façon de travailler. Du coup, je suis trop heureuse de parler de ton parcours avec toi aujourd'hui. Donc, est-ce que je peux te laisser te présenter, nous dire un peu d'où tu viens, même artistiquement, ta formation Ouais. Qui es-tu, Guillaume, le 3e Guillaume que je reçois sur ce podcast. Alors, déjà, merci de me recevoir parce que ça me fait plaisir aussi de venir te parler de mon parcours. Donc, je m'appelle Guillaume Taniati. J'ai commencé le théâtre assez tard, finalement, après avoir fait des études plutôt classiques. J'ai passé un bac S, j'ai fait un DUT de télécommunications et réseaux. J'ai fait un bachelor en Écosse de télécom. Et puis j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans une entreprise, une grosse entreprise qui m'a mené à New York, où je travaillais là-bas. Donc j'ai eu un parcours professionnel qui a démarré très fort. Et à l'issue de cette année et demie, il y a eu un plan social dans ma boîte. Et je suis revenu à Paris, j'ai bénéficié de ce plan social et je me suis retrouvé à 23 ans complètement perdu dans ce monde-là, n'ayant plus trop de repères et me disant qu'est-ce que je fais. Au fond de moi, j'ai pas commencé par dire ce qui se passait au début, mais j'avais déjà fait un petit peu de théâtre. J'avais cette envie, même une fois que j'ai eu mon bac, mes parents m'ont demandé qu'est-ce que tu veux faire, j'ai dit je vais être comédien. D'accord. Mais je suis de province, je suis né à Nice. Dans ma famille, il n'y avait absolument pas d'artiste. Et j'avais aucun repère, et savoir comment devenir comédien, je ne savais pas du tout. Mais c'était une envie. Et donc, je suis revenu à Paris après ce plan social et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Et donc, je suis retourné dans le cours du soir que j'avais entrepris quelque temps auparavant. Et ce cours du soir, ça s'appelait le cours Raphaël Sikorski. Qui est maintenant, lui, il s'est vraiment orienté vers le chant. Il fait du chant lyrique, Raphaël. Mais à l'époque, il avait fait le conservatoire et la rue Blanche et il avait ouvert une école de comédiens. Okay. Donc cours du soir et école qui préparait au concours. Moi, je ne savais strictement rien de ce que c'était que le théâtre, comment on fait pour devenir comédien, quelles sont les écoles, je ne savais rien du tout. Quand tu parles de préparation au concours, je te coupe une seconde, pour vraiment être spécifique, c'est par rapport au conservatoire, le TNS, les écoles nationales de théâtre. Toutes les grandes écoles nationales de théâtre. Okay. Donc c'était pas le but, c'était un des buts, mais je veux dire ça aussi, ça préparait à devenir comédien quelque part, hein, c'était un cours. Je passe cette année donc chez Raphaël et, chance du débutant, j'étais déjà trop vieux pour passer le conservatoire national à l'époque de Paris. Ouais. Je passe le TNB. À l'époque, c'était Nordet, qui était directeur de l'école. Je passe le TNB et il y a eu un premier tour et après, et éventuellement, c'était pas comme un deuxième tour qui se passait immédiatement après, mais on pouvait pressentir que le jury, une fois qu'on avait passé nos 2 scènes, il fallait présenter une scène contemporaine, une scène classique et puis un parcours libre, je crois. Ouais. On pouvait pressentir que ça s'était bien passé dans le sens où, quand on passait nos scènes, après, ils demandaient à certains de rester un peu plus et de lire un texte. Très intéressant d'ailleurs parce qu'il avait demandé, je me rappelle très bien, de lire ce texte de manière très neutre. Okay. Pour un jeune comédien, la neutralité, ça veut dire quoi ? Ne rien mettre ne pas mettre d'intention, est-ce que ça veut dire lire plat ? On ne sait pas. Ouais. Donc j'avais fait ça, donc j'avais l'idée que ça s'était bien passé. Et puis quelques semaines, mois après, c'était dans le journal où il y a les 50 élèves qui sont retenus pour le stage. Et j'étais dedans.
quand on est jeune comédien, on ne sait pas, on voit les autres, on se dit ah il y en a un qui a un truc, l'autre il a ça, et puis lui il est pris, ah, mais c'est sûr il devait être pris parce qu'il a un truc particulier. Puis quand on se regarde soi-même, on ne sait pas, on se dit moi j'ai rien. Donc chance du débutant et je suis pris au stage. Et là pour moi, ben, pareil, c'est si je fais un petit peu qui j'étais à l'époque, j'étais un jeune garçon, jeune comédien qui connaissait pas grand-chose au théâtre. Molière, Shakespeare, donc le théâtre classique, le théâtre contemporain, je ne connaissais pas. J'avais pas d'idée. Enfin, si, j'avais une idée de ce que c'était le théâtre parce que j'avais déjà été, mais c'était pas une grande culture théâtrale. J'ai pas été au théâtre beaucoup quand j'étais jeune. J'arrive dans ce stage et là, en gros, il y a plusieurs choses qu'il nous a dit. Il a dit pendant une semaine, on va enlever la montre, on n'aura plus de montre, donc la notion du temps, vous allez la perdre. Vous allez avoir un journal de bord que vous allez devoir tenir pendant une semaine. Donc ce journal de bord, c'est tout ce que vous ressentez, tout ce que vous apprenez, enfin tout ce que vous comprenez, tout peut être utile. Et vous allez suivre une personne pendant une semaine, avoir un regard sur une personne. Donc on travaille sur du théâtre très contemporain. On avait eu à préparer un long texte de Pasolini, un texte qui s'appelle Bête de style. Donc, et je m'en souviens encore, c'est fou. Hein. J'avais jamais appris quelque chose d'aussi long. C'était 6 ou 7 ou 8 pages. Quoi. Et il y avait aussi un texte de Peter Handke, Outrage au public, qu'il fallait apprendre. Et une des premières choses, voire la première chose qu'ils nous font faire, ils nous mettent en 2 groupes, je crois, dans le TNB. Donc c'est une espèce d'arène. Et ils nous disent, on va vous mettre une musique, et vous allez vous faire traverser par la musique. Okay. Se faire traverser par. Je suis niçois, j'allais en boîte de nuit. Moi, quand on me dit me faire traverser par la musique... c'est danser, quoi. C'est danser. Et puis, il nous met une musique de cirque très, très longue qui dure 25 minutes, 30 minutes. Et nous voilà perdus au milieu de cette arène. Et là, une chose très, très importante, c'est le regard des autres, quoi. Le regard qu'on a sur les autres et le regard que les autres, on pense que les autres ont sur soi. Et la notion de travailler aussi, la notion de travail déjà, qu'est-ce que ça veut dire travailler? Et qu'est-ce que ça veut dire travailler tout seul? Et là, on est tout seul. On est tout seul pendant 25 minutes, sous le feu des regards de jury qu'on ne voit pas, à côté de personnes avec qui on est en concurrence, et qui se font traverser par la musique. Donc, bonjour. Donc là, j'étais très, très, très perdu. Et je sens que ça ne le fait pas, déjà, sur ce premier truc, sur ce premier moment. Parce que je me juge, je regarde les autres, je me juge moi-même, je juge l'exercice, puisque je n'y arrive pas, parce que je n'ai pas de repère. Et en fait, il n'y a pas de y arriver ou pas y arriver. Il y a juste que... voilà. Mais bon, je pense que je ne devais pas être le seul, hein. Mais quand même, je pense qu'il y a d'autres jeunes gens qui étaient plus aguerris que moi à cet exercice-là, ou qui se regardaient moins. Et qui n'étaient pas... Donc moi, je me disais, est-ce qu'il faut être dans une performance? Est-ce qu'il faut montrer qu'on bouge bien? Est-ce que... Je ne savais pas, quoi. Et donc, cette première expérience d'une semaine me donne, pour ma vie de comédien, aujourd'hui encore, je l'ai toujours pensé comme ça, comme un phare, c'est-à-dire une exigence ultime, parce qu'on a travaillé très très dur, vraiment très dur, sur des textes compliqués, parfois que je ne comprenais pas. Cette exigence-là du travail, travailler, enlever la montre, perdre la notion du temps, avoir un texte, commencer à rentrer dans un texte plus contemporain, plus compliqué, et ben... je suis sorti de ce stage, j'en pleurais, je me disais, mais j'étais pas pris, j'ai pas été pris. Et je me suis dit, mais c'est génial, quoi, je veux faire ça, j'ai vraiment envie de faire ça. Donc là, c'était pour moi un moment où je me suis dit, je veux vraiment faire du théâtre de ma vie, je veux vraiment retrouver cette... Pour la première fois, j'ai eu l'impression que je travaillais. Je sors de là, je retourne dans mon cours, et je me dis, qu'est-ce que je fais l'année prochaine? J'ai déjà grillé une année. Voilà, il va falloir que je fasse un autre truc.
Et je me mets à passer des concours de conservateur d'arrondissement parisien. À l'époque, le conservatoire du 5e était un peu l'antichambre du conservatoire. Je m'inscris au conservatoire du 5e. J'avais une scène de Goldoni qui marchait fort. Je savais que c'était avec ça que j'étais rentré au TNB ou Harlequin, serviteur de 2 mètres. Où là aussi, il commence à y avoir finalement... je ne sais pas si on est fait pour des rôles, mais il y a des choses on a un emploi quand même malgré tout. Et même si c'est bien d'aller contre son emploi, parfois au contraire pour le travail, mais on va plus nous appeler pour ça. Donc si on le sait, c'est quand même bien de le savoir. Ouais, bien sûr. Et puis je ne suis pas pris au 3e tour. C'était un stage de 3e tour de 2 jours. Alors là, le doute commence à se mettre dans la tête en se disant « Ah, ça fait 2 stages, ça fait 2 fois que tu n'es pas pris à un moment un peu crucial. » Tu aurais pu rentrer là-dedans, c'était génial, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Et là, rencontre avec un comédien qui s'appelle Nicolas Lebossé, qui a été très important aussi pour moi. Rencontre avec lui qui fait ce stage, il n'est pas pris dans ce stage. Et on nous dit, allez passer le conservatoire du 13e. On passe le concours du 13e. On est pris. Tous les deux? Tous les deux. Okay. Quelques temps après, je reçois un coup de fil d'une personne qui me dit « Salut, t'es comédien ?» Je dis « Apprenti. Tu joues de la percu ?» Oui, un peu. « Ok, moi, je suis metteur en scène, j'ai une école de théâtre. Et là, j'ai monté un Roméo et Juliette. Et j'ai besoin d'un remplacement sur un tout petit rôle. Mais ce tout petit rôle, c'est quelqu'un qui doit jouer de la percu. Et on m'a parlé de toi, c'est Nicolas Lebossé qui m'a parlé de toi. Et c'est lui qui jouait ça avant. Ok. Est-ce que tu veux partir? On va jouer à la Ferté-Bernard dans 2 semaines. Et boum, je pars là-bas. Et je rencontre François Havane, qui est donc un metteur en scène avec qui j'ai travaillé après pendant quasiment 10 ans. Ok. Et qui est à la tête d'une école qui s'appelle le Vélo Volet. Ah oui. À Boulogne. Et lui me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis, je viens d'être pro-conservateur du 13e. Et les cours, c'était l'après-midi. Il me dit, moi, mon école, c'est le matin. T'es sportif? Je fais, ouais, j'aime bien. Ok, ici, on fait du sport. Ça te dit? Ok. Et là, ma 2e année de théâtre, elle se passe entre le matin, le vélo volet. Méthode de travail particulière parce qu'on arrive très tôt là-bas, 7h30, 8h. Et on fait énormément de cardio. Ok. Un peu de boxe, gentil, hein. C'est pas... Mais on y va, quoi. On met des gants et surtout, c'est très, très cardio. Et plein d'exercices de théâtre mais qui sont... Lui, c'est un ancien prof de basket aussi. Donc, il a créé une méthode à la fois sportive et théâtrale. Ok. Donc, une approche très, très physique. Et surtout, quand tu sors de là, de ton heure, voire heure et demie de training tous les matins, on commence à travailler des scènes. Et il n'y a plus de je suis bien habillé, je sens bon, j'ai mis mon parfum, je viens faire ma petite scène. Non, tu es en sueur. T'es prêt pour le travail. Voilà, tu es prêt pour le travail. Ouais. Tu es en jogging, tu es en sueur et on y va. Et François me propose, dans l'année, il me dit je viens de monter Roberto Zucco l'année dernière au Théâtre de l'Opprimé. Et cette année, je continue mon cycle Coltès et je vais monter Quai Ouest. Et je te vois dans Fac. C'est clairement un gros rôle. Et puis c'est Coltès, donc la langue... Il faut se la coltiner, il faut rentrer dedans, c'est pas facile, l'articulation, le sens. Qu'est-ce qu'on met dans un rôle, comment on le travaille et comment on fait des blocs de sens pour qu'on comprenne bien ce qu'on raconte, où est-ce qu'on veut mettre les accents, où est-ce que... Voilà. Et donc je fais ça. Et pendant 1 mois, je joue à Paris, voilà. Et, enfin, c'était fou, quoi. Moi, ça faisait 2 ans, 1 an et demi que je faisais du théâtre. Donc voilà, et très rapidement, le 13e, ça s'arrête. Je fais 1 an, et puis j'arrête. D'accord. Et je me dis, je continue le vélo volet, mais par contre, je ne vais pas faire que ça. Donc, je me renseigne, et je rentre pendant 1 an dans l'école qui s'appelle Magenia. Magenia, c'est la tradition du mime polonais. Et il y a 2 grandes traditions dans le mime. Il y a le mime français et le mime polonais. Le mime polonais, sa base, donc toute la pantomime, sa base, c'est la danse classique. D'accord. Donc tu es à la barre, tu fais de la barre. Okay. Le mime, ça m'ouvre sur le théâtre corporel. Ce que ça permet de développer
dans l'imaginaire, c'est incroyable. C'est incroyable. Et là aussi, se faire confiance. Parce que jeune comédien, tu te fais pas confiance. D'ailleurs, je pense le travail de toute une vie, d'arriver à se faire confiance, d'être très stable, de se dire, bah voilà, je montre ce que je suis, et confiance dans la technique que tu as, sans en mettre plein les yeux, parce que tu vas pas faire tes petits trucs. C'est juste que ça s'accumule en fait. C'est des couches. Des couches qui sont invisibles, mais elles sont là. Et en parallèle, je continue avec François. Et puis on monte une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces. Et puis arrive la grande pièce, la première c'est Andromaque, et là je rencontre Jean-Baptiste Guinchard, qui joue avec toi dans Frères. Ouais. Voilà, on fait les liens. On fait les liens, et avec qui on s'entend très bien. Et on sent mutuellement qu'on va s'apporter des choses. Et là, on se dit assez rapidement... on a envie de faire des trucs ensemble et de mettre nos forces en commun on se dit pas ça comme ça, on se dit on a envie de monter une compagnie ensemble. Quelques années après, ça on pourra en parler aussi, je trouve que c'est intéressant, on a mis nos forces en commun pour se construire aussi ensemble, et je pense que c'est une grande chance de pouvoir se construire théâtralement dans un métier qui est très individuel. Si on arrive, il n'empêche que c'est difficile parfois, mais si on arrive à construire des choses à deux et à s'entraider, en fait, on va plus vite, on est plus fort et on encaisse mieux certaines déceptions. Ouais, parce qu'en plus, c'est un métier très solitaire. C'est hyper solitaire. Je me sens parfois... très très seule dans le travail, parce que t'envoies ta grosse tête à tout le monde en disant prenez-moi, t'essayes d'être proactif et de bosser, mais t'es quand même très dépendant des autres. Ouais. Donc c'est chouette d'avoir quelqu'un avec qui tu te sens très aligné pour unir les forces et pour se dire en fait viens, on crée de nous-mêmes et on n'attend pas que ça nous tombe dessus. Exactement, c'était l'idée, créer de nous-mêmes. Et très vite on se dit aussi, on a aussi ce désir d'exister aussi seul, c'est-à-dire qu'on va rester des intermittents du spectacle et on ne va pas créer juste nos trucs, mettre toute notre énergie, toutes nos forces pour faire tout le temps des trucs ensemble. On est un couple de travail, mais il peut y en avoir d'autres, et on a envie d'aller tirer des expériences, d'aller voir ailleurs pour pouvoir être plus fort quand on se retrouve et voilà, rencontrer d'autres gens et tout ça. Là, ça fait, avec Jean-Baptiste, tu vois, tu nous as vus dans Frères, et c'est notre compagnie du chemin ordinaire, qu'on a montée donc en 2006. Et là, on est toujours ensemble dans cette compagnie, on est toujours co-directeur artistique de cette compagnie, et en effet, on a fait chacun 15, 20, 25 autres projets sur les côtés. D'accord. On a monté 5-6 pièces dans notre compagnie. Et puis fort de ça, des personnes qu'on rencontre ailleurs, on est aussi force de proposition dans notre propre compagnie. Et on fait rentrer des gens. Et les gens, ils nous amènent... on crée de nouvelles alliances, un nouveau foyer d'artistes. Et puis boum, là, tu vois, Frères, ça nous amène ailleurs. D'accord. Frères, ça nous a amené à un endroit auquel on n'avait jamais été ensemble. On n'avait jamais été à Avignon ensemble avec l'argent de notre compagnie. On s'était jamais dit, avec un spectacle qu'on avait, se disant on y va, on fonce à Avignon, on va dépenser 20 000 balles ou 30 000 balles, et parce qu'on y croit. Ouais, d'accord. On était, non, on n'y croit pas encore trop. Voilà. Mais Frères, on s'est dit, là, il y a un truc. Donc voilà. Toi, tu as commencé à enseigner aussi à 26 ans. Enseigner, c'est-à-dire, à des petits, c'est-à-dire commencer à articuler des séances de travail avec l'idée de pas du tout en faire devenir des comédiens, mais plutôt qu'est-ce que le théâtre, qu'est-ce que les outils du théâtre vont pouvoir apporter à des enfants. Est-ce que tu dirais que le fait d'enseigner, ça a changé ta façon de travailler à toi, ton rapport au travail? Qu'est-ce que ça t'a apporté, l'enseignement du théâtre? Ça me nourrit encore aujourd'hui beaucoup, parce que, par exemple, pour les jeunes garçons comédiens, moi, je le vois souvent, moi je l'avais, je me pétais la voix
à chaque fois que j'étais sur une scène où il fallait être en colère. Ok. Je me pétais la voix à tous les coups. J'étais trop haut, j'étais pas dans mon ventre. Donc ça, c'était de la technique, mais c'était aussi de la pensée. J'avais pas la pensée. J'étais devant moi, c'est-à-dire que j'avais l'impression, le personnage était devant moi, il n'était pas intégré avec moi. Et comment ça se traduit? Est-ce que tu arriverais à être spécifique par rapport à cette sensation? Parce que j'ai l'impression que cette sensation, enfin en tant que comédienne, moi je sais que je peux m'identifier beaucoup à cette sensation. Et pour moi, ça se définit par une sorte d'idée que je me faisais du personnage. Et du coup, j'ai une espèce d'image mentale de quel personnage il doit ressembler à ça. Ça, c'est son humeur, c'est son état. Enfin, son humeur plutôt. Et au lieu d'essayer de trouver ce que moi, je peux mettre dedans, j'essaie de calquer mon image mentale de l'idée que je me fais du personnage. Je ne sais pas si c'est très clair, mais moi, ça se définissait comme ça. Est-ce que toi, ce serait quoi pour toi la sensation derrière? Alors, derrière l'image d'être derrière le personnage. Ben voilà, c'est ça. Alors, tu as peut-être dit ça parce que moi, j'ai dit être derrière. Mais tu vois, quand on dit que le personnage est devant soi, où il est, d'ailleurs, je le mets un peu plus haut. Okay. Je vais pas, tu vois. Donc, je vais avoir une tendance à aller trafiquer ma voix. Pour aller et trafiquer ma voix, pas bien, parce qu'on peut aller avec sa propre voix, on peut aller dans une voix plus grave, mais c'est toujours ma voix. On peut aller vers un truc plus tendu, mais c'est toujours ma voix. Mais on peut aussi aller chercher des trucs ou trafiquer, commencer à... Et souvent, quand tu perches, c'est qu'on est déconnecté aussi. On est déconnecté de son corps, de sa voix. Et en fait, c'est le mental, quoi. C'est le mental et c'est l'idée qu'on a d'eux. Et arriver à ramener... c'est une histoire de confiance aussi. Mais c'est très très difficile. Je dis pas, ça m'arrive encore. Hein. Mais souvent, le jeune comédien, la jeune comédienne va avoir tendance à faire ça, quoi. Et donc, moi, je le vois surtout chez les garçons, ils s'éclatent la voix en 2 secondes. Et moi, je le vivais, ça. Et puisque je suis passé par là, puisque j'ai la sensation, la compréhension et l'amour, et c'est un peu fort, mais le goût d'accompagner, d'aider, de coacher, de permettre à la personne d'y arriver, ça, c'est une place que j'aime bien. Et comment tu débloques ça? Comment toi, tu as débloqué ça chez toi? Et comment tu arrives à le cerner chez les gens et à les aider à les débloquer? Alors, j'ai débloqué ça avec des années. Je ne saurais pas dire quel est l'outil qui m'a permis d'eux, mais je peux te donner des outils que j'ai utilisés. J'ai été faire des cours particuliers de diction. Ok. Notamment quand je travaillais en Drômac. D'accord. Et que je travaillais au reste. Et ça m'a énormément aidé pour 2 choses. De diction pour mieux articuler, mais finalement mieux placer ma voix. Avoir une conscience de mon souffle. On nous dit tous au début, alors on va respirer par le ventre, avoir un souffle plus long, une voix bien posée, une colonne d'air bien droite. Mais le comprendre, c'est très différent en fait. L'assimiler. On peut le comprendre intellectuellement, mais l'assimiler. C'est comme tout s'infuse, quoi. C'est une pièce de théâtre, on va la jouer 3 fois, et puis on va la laisser pendant 1 an, on y revient, on a une tournée, on joue 5 fois ou 10 fois, et puis on découvre plein de choses. Et puis il y a des exploitations, on va jouer la pièce 150 fois, et au bout de 120 fois, on comprend des trucs sur un mot, sur une idée. Donc de la diction, mais aussi du travail sur le sens. Sur les groupes de mots, ou parfois une phrase, 2 phrases, 3 phrases qui forment du sens. Par exemple, on va taper sur certains mots parce qu'on va se dire que c'est ce mot-là qui est important pour faire sonner. Et en fait, on oublie le sens de la phrase. Et l'inflexion du coup de la fin de la phrase, elle ne va pas être concrète. Elle va être un peu chantée. On va avoir souvent un truc qui finit en l'air, alors que ça ne devrait pas. Faudrait le fermer, le sens. Et juste parce qu'on a tapé sur un mot et on a l'impression que ce mot-là
va nous aider à... Et en fait, quand on travaille sur les groupes de mots, sur les groupes de sens de ce qu'on raconte, se faire entourer une phrase ou 2 phrases ou 4 mots d'une pensée sur une phrase, ça va nous aider. Et moi, ça m'a énormément aidé. Et du coup, quand on bloque, parce qu'on a tous des problèmes différents de diction, voilà, mais s'arrêter sur un problème de diction, ça peut devenir une force. Parce qu'on va ralentir un peu ce mot-là et penser au sens de ce qu'on raconte. Et ça va, en fait, on va débloquer le truc. Moi, ça m'a clairement aidé à me débloquer, ce travail-là. Après, il y a eu le chant. Faire du chant lyrique. C'était pas forcément mon kiff de chanter, de faire du chant lyrique, mais j'en ai fait pas mal. Et ça m'a permis, petit à petit, d'acquérir une musculature du diaphragme, de tout ça, et que ça devienne... Alors au début, on est là, on nous dit tu ouvres, tu re-respires, tu vas jusqu'au bout de ton souffle, tu re-respires et tu ouvres. Et aujourd'hui, je le transmets ça aussi un peu, mais c'est pas des notions très concrètes. On se dit ouais, c'est bon, je sais respirer. Et puis après, ça devient automatique. Et puis, on se rend compte petit à petit qu'on se pète plus la voix. On est capable de jouer, d'envoyer dans une salle de 800 et d'être extrêmement connecté à ce qu'on dit et d'être très en colère sur une scène. Et ben, on se pète plus la voix parce qu'on a le muscle. Donc, c'est de l'expérience, c'est du travail. Et je pense qu'il y a plein de pistes. Et c'est de la compréhension de ce qu'on dit et aussi. C'est de la compréhension. De toute façon, franchement, c'est toujours ça. Ouais. C'est toujours la compréhension de ce qu'on raconte. Ouais. Et parce que du coup, plus tu comprends un texte, enfin là, de ce que j'entends que tu me dis, c'est-à-dire que plus tu comprends la pensée de ton personnage et les pensées de son fil de pensée, plus tu peux le connecter à quelque chose de très intime, parce que tu comprends fondamentalement ce que tu dis et viscéralement, quoi. Oui. Et tu peux le rattacher à quelque chose de viscéral. Oui, exactement, d'organique. Et ça ne veut pas dire, ce que tu racontes, c'est pas forcément il ne faut pas se tromper à aller le raccrocher à des souvenirs qu'on a. Du coup, on peut aborder la question de comment toi tu mets du toi, parce que c'est toujours cette grande question, même pour des rôles de composition, il y a quand même beaucoup de nous, c'est nous qu'on raconte à travers les personnages qu'on joue. Et déjà, c'est notre corps, c'est notre voix, c'est notre gestuelle, donc on a beau trafiquer ça, ça restera notre façon d'interpréter tel geste et telle façon de parler. Donc comment toi, tu arrives à raccrocher quelque chose de très intime au rôle que tu travailles, au rôle que tu dois jouer? C'est quoi ta façon d'aborder un personnage? Comment ta façon d'aborder les rôles a évolué au fil du temps? Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, elle n'est plus du tout la même que quand tu es sortie d'école. Ouais, ça c'est certain. Déjà, c'est en travail. Donc là, tu vois, j'ai 44 ans, j'ai commencé à 23 ans, ça fait 21 ans que je fais ça, mais c'est toujours en travail, évidemment. Alors aujourd'hui, j'aborde un rôle avec plusieurs axes dans ma tête. Le premier, c'est le plaisir. C'est un peu bateau, mais c'est hyper important de même aborder un personnage dramatique ou quoi que ce soit, mais avec le plaisir de dire les mots, le plaisir justement de rentrer, de donner de soi. Alors je ne sais pas si, peut-être que c'est contradictoire une fois de plus, est-ce qu'on fait rentrer le personnage en soi ou est-ce qu'on rentre nous dans le personnage? Je ne sais pas, on pourrait, j'imagine, on peut... Je trouve que le débat est un peu stérile parce qu'à partir du moment où à la fin tu as un rôle et que le public aime, pour moi c'est ça. On s'en fout un peu. On s'en fout un peu. Mais en tous les cas, en tout cas, c'est jouissif de se dire je vais dire des mots et je vais incarner. Ouais. Voilà. Donc l'incarnation, c'est très très important. Et j'aborde un rôle déjà par ça, par le plaisir. Ensuite, justement aussi, par le sens de ce qui est raconté et par les mots. Travail que j'ai pu faire, j'en parlerai un peu plus tard, justement, quelques années après avoir fait ce stage de TNB, j'ai refait un stage avec Stanislas Nordet, un gros stage sur le théâtre, du poème au théâtre et du théâtre au poème, et c'était un travail sur les mots. Et c'est un travail qui est aujourd'hui un outil, donc, mais la puissance des mots. Les mots, ils ouvrent plein de perspectives.
plein d'émotions, plein de sensations. Et travailler sur le mot, parfois, quand on est bloqué, c'est génial. Est-ce que tu peux donner un exemple? Ça correspond à quoi exactement ce travail sur les mots? Bah, par exemple, la première fois que tu vas lire un texte, tu te dis, c'était un exercice qu'on avait fait, relevez tous les mots que vous n'avez jamais dit sur un plateau de théâtre. Ok. Donc déjà, ça c'est hyper intéressant parce que on se dit, est-ce que j'ai déjà dit brut? Attends, est-ce que j'ai déjà eu un rôle? J'ai dit brut, non, je sais pas. Et puis brut, ça me fait quoi, brut? Brut, qu'est-ce que ça évoque en moi, ce mot-là? Alors évidemment, après, on le sort, on va le raccrocher au sens de la phrase, mais je veux dire les mots et travailler mot à mot. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut interpréter du tout la pièce comme ça, mais c'est du travail. Hein. C'est des outils. Et parfois, ce travail-là, il peut être extrêmement utile. Et puis, je pense que pour aborder un personnage, donc une fois de plus, aujourd'hui, ce que m'a permis de faire Frère, le travail avec Clément, l'expérience d'autres pièces, mais là où j'en suis, c'est l'ouverture totale. Ouverture totale, c'est un peu prétentieux de dire ça. De chercher au maximum à être ouvert à l'intérieur de soi, à être disponible pour les choses qui... Et je pourrais raccrocher avec cet exercice de « laissez-vous traverser par la musique ». C'est la même chose. Je suis disponible à quelque chose d'extérieur. Là, en l'occurrence, ça va être des mots, justement, les mots d'un auteur, le sens d'une phrase. Comment est-ce que ça me traverse? Comment est-ce que je suis juste quelqu'un qui transmet avec qui je suis, avec ma voix, avec mon corps, et je raccroche avec la confiance en soi. Parce que plus on a confiance en soi, dans le bon sens du terme, pas être prétentieux, mais de ne pas se juger. C'est une confiance dans le travail, en fait, la confiance en soi. Voilà, une confiance dans le travail, de se dire je suis disponible à ce qui peut arriver. Et plus on est disponible à ce qui arrive, plus on dit les mots et on les a travaillés avant, on sait ce qu'on raconte, donc on a fait tout ce travail-là. Mais après, ce travail-là, il est derrière nous, et nous, on est juste l'instrument, quoi. Et donc, plus on est ouvert, plus on est disponible à l'émotion, à quelque chose aux petites sensations qui arrivent quand on dit des choses, et même à l'instant, parce que à chaque fois qu'on joue, c'est du présent. Plus on est beau dans la fragilité, et là, ça devient sensible, ça devient impactant. On se dit, oh, c'est incroyable, cette personne-là, elle joue ou elle joue pas? Je sais pas, je me suis fait embarquer dans un truc. Et c'est là où l'incarnation se fait. Je pense, hein, moi, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Mais j'y arrive pas du tout à tous les coups. Mais quand on le sent un peu quand ça arrive. Et on le sent aussi dans le retour des gens qui nous regardent, où il y a un moment qui fait théâtre. Là, oui. On y croit, on a créé l'illusion de quelque chose de vrai alors que c'est pour de faux, c'était juste pour jouer. Et ça fait pas mal, on n'est pas allé, c'est pour ça que tout à l'heure je pensais à ça, on n'est pas obligé d'aller, je disais, dans ma tête, je disais, il ne faut pas forcément aller rechercher les sensations de sa grand-mère qui est morte. Mais c'est pas. Peut-être qu'il y en a qui vont chercher la sensation de leur grand-mère qui est morte. Et ça marche et ils créent l'illusion. Moi, là où j'en suis aujourd'hui, c'est pas du tout ma direction. Je vais pas aller. Je vais plutôt être ouvert, sensible et en pleine réception de ce que les mots et le sens de ce que je raconte me fait, et évidemment disponible aux personnes qui sont en face de moi et ce qu'on joue ensemble. Et quand il y a cette alchimie où tout le monde est un peu là et il se crée une mayonnaise, une magie incroyable qui fait que
bah, c'est génial, quoi. C'est comme quand parfois on peut sentir qu'entre ses deux mains, on a une boule d'énergie. C'est-à-dire on se repousse les mains parce que c'est invisible. C'est invisible, mais on sent qu'il y a un truc qui se passe. Et alors on se dit, je suis taré, c'est quoi le problème? Mais non, on le sait, en fait, on dégage des choses, de la chaleur, et puis d'autres flux, quoi. Des fluides ou des flux, je sais pas. Bah là, c'est la même chose. Le théâtre, des fois, ça fait un truc... on prend d'ailleurs, on a l'impression on prend une claque quand on voit des trucs, des fois, qui nous scotchent. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais finalement, aborder un rôle de manière assez... rapprocher le personnage de soi pour donner de soi et de pas trop se regarder, de travailler techniquement en amont et après d'être travailler à être de plus en plus disponible à ce qui se passe et l'ouverture à l'intérieur de soi. Être ouvert. C'est ça c'est comme ça que je ressens les choses. Et par rapport à ça, j'ai deux questions. C'est parce que il peut y avoir une mise en danger d'accepter sa vulnérabilité. Enfin, moi, je sais que pour avoir beaucoup travaillé cette disponibilité-là et cette ouverture, je ressentais une sorte de saut dans le vide, quoi. C'est accepter sa vulnérabilité, accepter aussi de se montrer dans ce qu'on n'a pas forcément envie de montrer. Donc, comment tu as bossé ça et comment concrètement tu as bossé cette ouverture? Parce que dans Frères, moi, ça m'avait vraiment... tu viens de parler de claque, ça m'avait vraiment mis une claque, ce degré d'humanité que tu avais apporté à ce personnage. C'était hyper simple, mais c'était vrai, j'avais rarement vu une telle authenticité dans un rôle, quoi. Et donc, comment concrètement tu l'as bossé, toi, sur Frères, cette disponibilité? Frères, c'est un peu particulier parce qu'on a la chance, Jean-Baptiste et moi, d'avoir une relation très forte depuis très longtemps. Ouais. Une relation d'hommes qui, avec leur complexité, avec leur côté compliqué, avec leur côté incroyablement solaire et d'autres qui sont différents. Et on a la chance d'avoir un mec extrêmement talentueux, Clément Marchand, qui a écrit en mettant de lui dans une histoire, mais en faisant une espèce de synthèse de nous aussi. D'accord. C'est-à-dire que ces rôles, ils sont écrits pour nous. Oui, d'accord. Donc, ce que tu as ressenti, ce qu'en général, il y a plein de gens qui ressentent ce genre de choses aussi, c'est un peu triché dans le sens où c'est un peu écrit sur mesure. C'est pas triché, non, c'est réussi. Non, c'est pas triché, du coup. c'est réussi. Ouais, voilà. Ce qui ne veut pas dire que d'autres comédiens viendraient et joueraient, et ce serait peut-être aussi extrêmement beau. Mais en tous les cas, là, en ce qui concerne la question que tu me poses, j'ai abordé ce rôle avec des mots qui me correspondaient, parce qu'on l'a aussi travaillé en écriture de plateau. D'accord. Avec la poésie de Clément, évidemment, c'est un auteur. Donc, ce que moi je fais en impro, ce que JBI fait en impro, il le rend plus joli et il le rend plus cohérent par rapport à une écriture de A à Z. Mais c'est quand même des mots qui nous collaient, c'était une énergie qui nous collait. On est assez... même si Maxime, le personnage que j'interprète, il n'est pas forcément... il est loin de moi d'ailleurs. Mais j'y mets énormément de moi. Et j'ai accès à ça assez facilement parce qu'on l'a travaillé comme ça, c'est né avec nous. C'est né avec nous. Donc c'est un peu différent. Cependant, j'ai eu la chance de faire deux... à l'époque, ils appelaient ça des training pro à l'école du jeu. L'école du jeu, c'est une école dirigée par Delphine Hélier. Et on est vraiment sur ce travail de se faire traverser par des sons, de la musique, et ça va avoir des résonances dans le corps. Ça paraît très abstrait. Mais ce que j'avais ressenti dans le deuxième stage que j'ai fait avec Stanislas Nordet, et ce qui m'a permis d'être un petit peu plus solide dans ces trainings pro, et ce qui m'a permis aujourd'hui, et ce qui me fait dire ça, dans la disponibilité, c'est le travailler tout seul. C'est-à-dire qu'avec Nordet, quand on travaillait sur le mot à mot
et du théâtre au poème, du poème au théâtre, on passait des fois une demi-heure à être tout seul et à ne pas avoir de retour et à être sur scène avec tout le monde qui nous regarde et on travaille mot à mot en essayant d'aller chercher. Des fois on se trompe, des fois c'est naze et on se fait du mal. Je m'étais pété une phalange parce que justement je me suis retrouvé idiot. Je me disais mais c'est nul, je m'auto-jugeais. Mais en fait ça m'a permis de comprendre que plus je m'auto-jugeais et plus je resserrais et je n'ouvrais pas. Et donc, training pro, se faire traverser par, travailler tout seul, parce que tout le monde se fait traverser par la musique, et ensuite on revient à un point zéro, à une espèce de sur soi, et on ne va pas nous dire « c'est bien ce que tu as fait ». Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de bien faire. C'est comment est-ce que toi, tu traverses la chose. Alors évidemment, s'il y a des consignes très précises, est-ce que tu as respecté la consigne de l'improvisation qu'on vient de te donner? Ok. Mais, et même, souvent, il faut transgresser les consignes. Mais arriver à travailler pour soi et être seul juge de son authenticité. Savoir si on est authentique. Encore une fois, c'est du développement personnel, c'est presque de la psychothérapie, quoi. Mais si on est authentique, on est à l'endroit juste. Ça ne veut pas dire qu'on est beau, bien ou je ne sais pas quoi, mais que c'est bien. On est sur le chemin d'un travail, c'est le bon chemin, quoi. Donc c'est une présence à soi, exactement. Une présence au moment, une présence à l'autre. Exactement. Une espèce de... C'est Patty Rodenbach qui, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est une prof à Guildhall, enfin, c'est une prof anglaise, mais qui a donné beaucoup de conférences et qui a écrit plein de bouquins, parmi lesquels elle a écrit, entre autres, un bouquin sur la présence. Et elle parle des 3 cercles de présence. Le cercle où on est en sous-énergie, le premier cercle. Le 3e cercle, au contraire, on est en représentation. Et le 2e cercle, et c'est le cercle le plus difficile, parce que finalement, c'est celui où on est pleinement présent à soi. Et j'ai l'impression que ce que tu dis, moi en tout cas, ça fait résonner ce 2e cercle de présence. C'est cette espèce d'équilibre entre... On est dans l'énergie juste parce qu'en fait, justement, on est dans une espèce de lâcher-prise et uniquement de présence à soi et on est une sorte de canal, quoi. Exactement. Et on laisse passer les choses, mais sans les retenir, tout est ouvert. J'ai pas d'autre mot que ça. Ouais, et puis ce qui est génial, c'est que on laisse passer l'énergie. Et puis on reste pas... pareil, une chose que j'ai gardée en mémoire, c'est... de la période de stage avec Stanislas Nordet, c'est aussi l'émotion qu'on arrive à trouver. On arrive à trouver une émotion et puis et l'œil ne bouge plus. L'œil est mort. En fait, enfin, il n'est pas mort, mais il est bloqué quelque part et on se dit, ok, je caricature, je tiens l'émotion, je vais pleurer et je reste sur cette émotion-là. Et en fait, et je suis complètement concentré là-dedans et donc d'ailleurs là c'est plus parlant que ce que je disais tout à l'heure parce que ouvrir, ça, si on n'est pas du tout connecté à ce que je dis, on peut ne rien comprendre. Mais là je pense que c'est assez parlant. Si on se met sur un point, l'œil il fixe un point et on est dans sa tête on se dit ok je vais pleurer, je suis triste, j'arrive à me connecter à un truc où je pleure et je reste là-dessus et je continue à dire mon texte, mais en fait on n'est plus du tout connecté au présent et au texte. L'œil doit continuer à vivre et le corps il doit continuer même si on ne bouge pas trop, mais à l'intérieur voilà, les organes, la voix, le fait d'aller chercher, d'aller parler, tout ça, ça fait vivre, tout circule, le sang circule et l'ouverture c'est ça, c'est-à-dire qu'on va à un moment être traversé par une émotion incroyable et puis derrière ça se ferme et c'est pas grave, au contraire. C'est tellement beau d'avoir quelqu'un qui va dans une déclaration d'amour se mettre à pleurer, puis ensuite ça va se refermer, ou dans un moment extrêmement dramatique va se mettre à rire, parce qu'il y a ça qui arrive. Mais c'est juste, parce qu'on sait ce qu'on raconte, on est connecté à son texte, on est connecté à ses émotions, à ses sensations. Et donc, moi, ces 2 trainings pro, ils m'ont fait grandir, énormément grandir aussi. Par exemple aussi cet exercice très simple qu'on fait souvent en théâtre, se foutre en face de quelqu'un, le regarder et puis rien faire. Combien de fois j'ai fait ça ou je le fais faire et ça rigole en face, normal, parce que
Mais qu'est-ce que ça veut aller au-delà de cette consigne-là? Parce qu'au départ aussi, quand on donne des cours et tout, souvent on répète un peu ce qu'on a appris, un peu comme des perroquets. Et parfois, on n'a pas toute la profondeur de ce que propose l'exercice. On ne sait pas vraiment d'où ça part, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on va vraiment chercher. Et puis parfois, c'est ça qui est génial dans l'enseignement aussi, parfois on a des déclics incroyables. Et moi, dans l'enseignement, il y a des périodes où je me trouve pas bon. Je me dis ok, j'ai appliqué mon truc, j'ai fait mes cours, je suis un peu vide quoi. Et puis des fois, je fais faire un exercice de base, mais vraiment un truc de basique quoi. Tu t'envoies un signe à quelqu'un ou tu t'envoies une impulsion. Et je sais tellement ce que j'ai envie de transmettre. Je sais tellement la disponibilité que je recherche chez l'acteur ou chez la personne que j'ai en face, que cette simple chose parce que c'est ça aussi un bon pédagogue ou quelqu'un qui transmet bien, c'est quelqu'un qui va donner une consigne claire. Et derrière cette consigne, on sent que c'est juste. Et on sait exactement où il veut en venir. Et avec les mêmes mots, parfois, c'est juste une intention. Et bien, ça aussi, c'est génial dans l'enseignement. Pardon, j'ai fait un saut dans l'enseignement, mais tout est connecté. Hein. Ouais. Tout est connecté. Du coup, comme on a aussi parlé de confiance en soi et de confiance dans le travail, moi, c'est quelque chose que je relie aux peurs de comédiens et de comédiennes. Je sais que, pour l'expérimenter moi-même régulièrement, je peux être bouffée par mes peurs et mes insécurités. Et j'ai 2 questions, je pense, par rapport à ça. C'est la première, toi, c'est quoi tes peurs de comédien? Et qu'est-ce que tu fais pour les déboulonner, ces peurs-là? Et comment tu les gères, si tu arrives à les déboulonner ou pas d'ailleurs? Comment tu arrives à gérer ça? Pendant très longtemps, j'ai eu peur de ne pas savoir pleurer en scène. Ok. Je voyais l'accès aux émotions des filles en général, qui était assez flagrant dans les cours. Je me disais, pétard, comment elles font? Ça pleure, ça coule et tout. Certaines copines comédiennes, je me souviens, jeune comédienne, c'était incroyable. Mais il y a des gars aussi pareil. Hein. Donc pendant très longtemps, j'ai eu peur de ça. Et les peurs, elles bloquent en fait. Les peurs, elles resserrent. Et je pense que j'ai commencé à avoir l'accès à ça, à l'émotion qui me traverse et qui fait que ça pleure sans aller la chercher intellectuellement, mais juste justement par cette notion d'ouverture et cette notion de j'ai envie de dire beauté de l'être humain. Et ça annule beaucoup de peur en fait, de se dire que cet art-là, c'est de se donner, d'être entre des mots et des gens qui regardent, et c'est de s'abandonner de mettre à nu ses émotions et ce qui nous traverse pour que les gens le regardent. Et à partir du moment où on accepte ça, et on accepte d'être nous-mêmes, eh bien, on ouvre, et il n'y a plus beaucoup de peur, en fait. Il n'y a plus beaucoup de peur de ne pas y arriver, ou de... Je pense que c'est un bon moyen de ne plus avoir peur, d'accepter ça. Des fois aussi, ça fait un peu gentil, bisounours ce que je dis, mais quand je parle à des gens, parfois ça m'arrive de dire, mais en fait on est tous des petites étoiles qui brillons. Chacun, parce que des fois il y a des gens, ils ont tellement pas confiance en eux, mais ils sont brillants. Il n'y a pas de problème, c'est juste qu'ils sont inhibés, ils n'ont pas confiance en eux, donc forcément ça ne brille pas. Mais à un moment, si ils arrivent à avoir accès à leurs émotions et à
et à l'ouvrir, parce qu'ils ont envie de faire ça, ils font cette démarche-là, hein. Je parle de théâtre. Hein. Tu es sur un plateau et tu essayes de jouer ces petites, on est tous capables de briller en fait, parce que l'être humain, les âmes sont belles, quoi. Ça, c'est un moyen de plus avoir peur. Et après, je vais essayer d'aller sur une autre façon d'avoir peur dans le métier. J'ai peur de ne pas en vivre toute ma vie. J'ai peur d'arriver, j'ai 44 ans, d'arriver dans... tiens, ça c'est une vraie peur. D'arriver dans 15 ans. J'ai peur de me péter un truc, par exemple. Je peux avoir peur de me péter un truc et de me dire « Oh, je fais quoi maintenant ?» Donc ça, c'est une vraie peur. J'ai peur d'arriver à 60 ans et de me dire on m'a toujours dit « T'es un acteur physique, t'es un acteur physique. » Donc je suis très physique. Et qu'est-ce qu'on va faire quand je serai plus physique? C'est-à-dire on viendra plus me voir et on n'aura plus besoin de moi. C'est par rapport à ton identification, du coup. Oui, voilà. Tu t'identifies à un acteur physique. Oui, avec beaucoup d'énergie. Alors, j'essaye de penser justement à ça, à ne pas tout miser sur mon énergie, à ne pas tout miser sur mon physique, ma tonicité et tout ça. Parce qu'un beau jour, ça va s'arrêter. Et l'acteur, il doit être capable de tout avoir. Et d'ailleurs, il y a des vieux acteurs qui sont encore très physiques au final, parce que le physique, c'est pas juste sauter partout. C'est l'intensité. C'est l'intensité qu'on met dans ses mouvements, aller jusqu'au bout d'un geste, aller dans sa pensée, dans son œil, dans sa voix, traverser, transpercer parfois. Toutes ces notions-là. Donc, mais ça, c'est des peurs qu'on a, quoi. La peur de vieillir, ça, c'est la peur de l'homme, la femme. Peur de mourir, peur de vieillir, mais peur aussi dans le métier, de vieillir. Qu'est-ce qu'on va foutre après, quoi. Ouais. Parce que là, compter sur notre retraite, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc, on se dit, je vais avoir besoin de bosser encore. Et j'ai envie, et je trouve ça beau. Une personne de plus de 60, 70 qui continue à être sur scène, c'est fou en fait. Parce qu'il y a toute cette expérience. C'est ça aussi, la beauté de cet art, c'est qu'on traîne avec nous des choses invisibles qui sont notre vie, qui sont ces couches dont je parlais tout à l'heure, des couches de travail, des couches de vie, des couches d'expérience, des claques qu'on a pris dans la vraie vie et qui nous suivent. Même si on ne va pas y penser, elles sont marquées là en fait. Elles sont sur notre visage, dans notre corps parfois. Donc voilà, la peur de vieillir dans le métier et de plus susciter le désir. Parce que susciter le désir, quand je suis très très honnête avec moi-même, je me dis je m'en fiche. C'est-à-dire c'est pas mon but. C'est pas mon but de susciter le désir. Mais si je n'accepte pas de jouer ce jeu-là, de susciter le désir, j'ai qu'à faire un autre métier. Donc de moi à moi, en tant qu'être humain, susciter le désir des gens, je m'en fiche. Mais dans mon métier, il faut que je suscite le désir. Donc comment est-ce que je susciterai le désir quand je serai un peu plus vieux? Ça, je ne sais pas. J'imagine que ça passe aussi par la connaissance de soi. C'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Ouais. Pour déboulonner ses peurs, connais-toi toi-même. Ouais, voilà. Yes, super ces interviews, Julie. Ok. J'ai quelques dernières questions par rapport à plus cette fois la direction d'acteur. Parce que j'imagine que à travers toutes tes expériences, tu as eu affaire à des bonnes directions d'acteurs et des moins bonnes directions d'acteurs. Ouais. Et pour être un peu plus spécifique par rapport à la direction d'acteur au sens propre, est-ce que tu arriverais à mettre le doigt sur ce qui distingue l'une de l'autre entre comment tu aimes bien te faire diriger et qu'est-ce que tu n'aimes pas, au contraire, dans la direction d'acteur avec des... Je trouve que ta question est juste, la manière dont tu l'as formulée est juste, parce que c'est qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qu'on aime pas. Ça. Parce que finalement,
Il y a autant de direction d'acteurs que de directeurs d'acteurs, et parfois même, ça va changer par rapport à une spécificité d'une pièce, tu vois. Moi, par exemple, ce que je n'aime pas trop, c'est quand la scénographie et quand la scénographie, le décor, prennent une place qui est trop grande. Et c'est-à-dire qu'elle n'est pas au service de l'acteur. C'est-à-dire, on va te dire, sur telle réplique, je voudrais que tu prennes cette table, que tu la pousses sur 3 mètres et que sur tel mot, tu aies la main et que tu sois accoudé comme ça. C'est intéressant aussi, c'est pas nul. Parce qu'au final, ta mise en scène, elle va peut-être être géniale parce que tu vas être à un moment très spécifique, mais c'est une vision de metteur en scène par rapport à une scénographie et où l'acteur, il doit faire sa petite popote et ok, je fais mes trucs, je fais mon dessin et ensuite à l'intérieur, je vais y injecter des choses. Ça peut être magnifique et ça peut être très intéressant, mais c'est pas ce que j'aime par-dessus tout. La direction d'acteur que j'aime, c'est quelqu'un qui va m'accompagner dans un processus intellectuel qui m'aide à comprendre les choses, parce que parfois, tu ne les comprends pas. Il ne faut pas avoir honte de ne pas comprendre, c'est pas grave. Donc déjà dans un travail presque à la table ou ça peut être sur le plateau, mais en tous les cas qui cherche avec toi le sens de ce que tu racontes, et puis qui te nourrit aussi de ses expériences à lui. Là, je pense très fort à Clément. Par exemple, Clément, je trouve que c'est un... Clément Marchand, metteur en scène et auteur de Frères. Ouais. Voilà. Un peu particulier parce qu'il est auteur et metteur en scène. Donc, ce qu'il a écrit, avec nous, pour nous, à partir de nous, il l'a aussi écrit à partir de lui. J'ai tendance à penser que les 2 personnages, Maxime et Émile, dans Frères, c'est un peu les 2 personnes, en tous les cas, ce sont 2 personnes qui résident à l'intérieur de lui aussi. Il y a mis beaucoup de lui-même là-dedans, de ses expériences, de ses anecdotes, de ses souvenirs d'amitié. C'est une pièce qui parle d'amitié avant tout. C'est une pièce sur le sujet de l'amitié entre 2 garçons, un peu cette amitié un peu particulière qu'on a chez les garçons, parfois un peu de rivalité, parfois un peu de jalousie. Alors ça ne veut pas dire que la rivalité et la jalousie n'existent pas chez les femmes, mais c'est un peu spécifique à l'univers masculin. Et ça se passe en plus dans un monde très compétitif. Et le monde compétitif de la haute gastronomie. De la haute gastronomie, ouais. Voilà, donc ça c'est les mots de Clément, mais c'est l'arène de notre spectacle, mais le sujet c'est l'amitié. Et donc il y a mis beaucoup de lui. Donc c'est un peu pareil. Ce que je dis, c'est que je pense à lui parce que j'aime bien qu'on me nourrisse aussi. J'aime bien qu'on vienne me raconter une sensation très forte qu'on a eue avec les mots de quelqu'un que je comprends bien et qui viennent m'éclairer sur une situation. Je me dis, ah ouais, d'accord, moi aussi, je me souviens de ça. Et ça, on va chercher, on se dit d'accord, et ça nous aide à comprendre. C'est une direction aussi qui est franche, c'est-à-dire que parfois, il y a des choses qui ne sont pas faciles à entendre, parce qu'on est fragile malgré tout. Quand on dit, en fait, là, tu y es pas dans l'émotion. C'est bien aussi de savoir qu'on s'engage dans une mauvaise direction ou que c'est pas exactement ça. Voilà. Et donc je disais franche, quelqu'un de franc aussi, mais aussi quelqu'un qui sait encourager, qui sait dire quand c'est bien, qui sait dire c'est vraiment vraiment bien. Et quand quelqu'un sait dire ça, si on a confiance en lui, ça rassure. Et on se dit ok. Je suis au bon endroit et ça c'est bien. Et donc quand on sait que ça c'est bien, on peut aller creuser à côté, là on n'y est pas encore, quoi. Un autre truc aussi, c'est vraiment génial quand il y a quelqu'un qui est là, soit le metteur en scène, soit quelqu'un d'autre, qui accompagne dans le travail d'ouverture et le travail du physique aussi.
Parce que moi, je trouve ça génialissime de... On n'en a pas tant parlé que ça, mais l'approche d'un rôle aussi de manière physique, quoi. Et parfois, on n'est pas obligé de trop parler, ou c'est dans des trainings qui nous permettent d'avoir accès à justement un corps qui est plus libre, qui est plus... Et là, par exemple, sur Frères, il y a Delphine Youngman, qui est chorégraphe de grand talent, et surtout, pareil, elle s'improvise... elle devient, en fait, par la force des choses, assistante à la mise en scène. Et elle devient absolument indispensable au travail. Je crois que j'ai cru comprendre qu'elle vous échauffait aussi tous les jours. Tous les jours à Avignon. Elle était là. Ouais. Enfin, quand elle était là, elle a été là beaucoup. Voilà. Et toi, tu arrives à appliquer ça en tant que directeur d'acteur dans ton travail dans mon travail, d'enseignant, ouais. Parce que pour le coaching qu'on a fait ensemble, ce que j'avais adoré, c'est que justement, on commence... Ça peut être dur, quand on ne connaît pas quelqu'un dans le travail, de se dire par où on commence en fait. On a une scène à travailler, c'est dur de commencer de but en blanc. Et toi, tu as abordé la chose de manière physique, c'est-à-dire tu marches dans l'espace et tu penses au personnage, et tu m'as fait vraiment me recentrer sur le personnage. Qui est ce personnage? Comment est-ce que j'imagine qu'elle marche? Donc qu'est-ce que je vais trouver en moi qui peut résonner avec l'idée que je me fais du personnage? Et donc c'était une manière hyper concrète pour amener un personnage à soi, ou pour aller au personnage, on s'en fout. Ouais. Il n'y a plus de débat. Question. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très décomplexant et hyper simple, et j'adore cette façon de travailler. Donc je pense que là où je veux orienter ma question, c'est comment toi tu vas diriger des comédiens et des comédiennes, et en tant que directeur d'acteur. Alors moi, c'est un peu particulier parce que mes vraies directions d'acteurs, et qu'est-ce que je les aime, mes vraies pièces, c'est mes comédiens amateurs. Ok. J'en ai monté pas mal des spectacles, ça fait 12 ans que je travaille avec des comédiens amateurs. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire, comédien amateur? Ça veut dire que ce sont des comédiens qui ont un métier à côté et qui font ça 3 heures, et puis parfois un peu plus par semaine. Mais s'ils faisaient ça plus, je serais comédien. Il n'y a pas de problème. J'ai monté pas mal de pièces, mais ça a la particularité, la spécificité de devoir adapter, puisque en général c'est un groupe plus ou moins de 10, quoi. Donc de devoir adapter des pièces, ou de trouver des pièces très chorales où on a besoin de tout le monde. Donc, et aussi, moi j'ai le truc du 3 heures, 4 heures par semaine. Et puis parfois un week-end. Et puis quand arrive le spectacle, on travaille un peu plus. Mais c'est ça le... Donc alors, les week-ends et les moments où on travaille plus, j'ai le temps de rentrer un petit peu plus dans les détails et d'aller plus loin dans la direction d'acteur. Mais il y a une notion d'efficacité, malheureusement, que je ne peux pas transgresser. Donc avec eux, la manière dont je les fais travailler, des fois, tu as des envies, en fait. Tu as des envies d'amener un personnage quelque part, et tu vois que ça résiste. Il faut voir si ça résiste pour les bonnes raisons ou pas. Est-ce que c'est le comédien, la comédienne qui résiste parce que il se fait une idée, il veut pas aller dans ton idée? Ça, c'est pas bon. Tu vas venir. Je vais te faire venir. Parce que tu t'es dit que tu voulais pas. Moi, j'ai envie d'aller voir, donc tu vas aller voir. Donc, je vais te driver pour que je vais te donner de la nourriture. Je vais t'expliquer un petit peu ce que je pense, sans trop le montrer. Moi, j'ai peut-être une tendance qui est une mauvaise tendance à pas à monter sur le plateau et de faire, il faut faire comme moi, non, mais en fait, c'est pas une mauvaise tendance. Voilà comment je fais, et je pense que la personne qui m'a énormément influencé, c'est François Havane. C'est-à-dire que c'est une énergie que tu transmets. En fait, moi, j'essaye de... Mais je ne peux pas faire autrement. C'est très énergique, ma direction d'acteur. Elle va être empreinte d'un corps qui regarde. Je regarde les gens, je parle avec eux. Je suis complètement là. Je suis là, je fais oui. Je vais dire des oui. Des fois, on va sentir, quand je dis rien, que je suis comme ça, on sent que ça ne me plaît pas. Okay. Donc, il y a... voilà, donc ça c'est un peu... Physiquement, je dirige comme ça. Je ne sais pas si ça raconte quelque chose, mais je dirige comme ça. Ouais, t'es en empathie plus avec l'autre. Enfin, c'est comme si tu le jouais. Ouais. C'est comme si tu étais avec l'autre, en tout cas mentalement, tu l'accompagnes et tu te projettes dans le rôle aussi. Exactement. Pour driver de la façon que tu penses que ça va débloquer telle ou telle chose chez les comédiens et comédiennes, quoi. Oui, et puis parfois j'ai l'idée et l'envie de
j'ai une musique en tête. J'ai un D'accord. truc où j'ai j'ai un rythme. J'ai un rythme de parole. Parce que je le sens, c'est instinctif. Et puis après, c'est ma manière d'avoir vu cette pièce. Donc c'est moi qui mets en scène. Ouais. Donc je te donne les règles du jeu et je te donne, je nourris. Je demande à tout le monde, on est d'accord pour aller là-dessus? Oui, il y a toujours 2-3 qui disent mais on va y aller quand même parce que de toute façon. Et puis moi, je doute aussi. Donc des fois, tu es influencé par les gens. Tu te dis, il faut quand même satisfaire un peu tout le monde parce que les gens, ils sont pas là, c'est pas leur métier non plus. Donc il y a cette particularité du théâtre amateur, mais qui est géniale. Hein, c'est des contraintes, mais qui sont très belles parce que c'est des aventures humaines géniales. C'est des satisfactions personnelles, mais à pleurer. Tu as des gens qui n'ont jamais ouvert la bouche sur un plateau de leur vie et au bout d'un an, ils te font un spectacle. C'est génial. C'est génial, vraiment. Donc, moi, je pense que je suis très rythmique. Ok. La notion du rythme, la notion de... J'aime bien quand... Pas forcément tout le temps rapide, mais j'ai une notion, j'ai une envie rythmique, j'ai des instincts. Et je travaille énormément avec de la musique. Ça aussi, on n'en a pas parlé. Vraiment, vraiment beaucoup en musique. Parce que, en général, 90% du temps, j'ai la musique du spectacle avant... Enfin, j'ai au moins une musique référence pour un spectacle. D'accord. Et ça me drive pour toute la mise en scène. Okay. C'est comme ça que ça se passe. J'adorerais pouvoir travailler avec Patrick Bic, qui a fait la musique de Frères, sur mes mises en scène amateurs, mais c'est juste pas possible. Mais par exemple, lui, pour moi en tant qu'acteur, et je pense pour Clément, c'était exactement la même chose dans la mise en scène. Patrick a travaillé avec nous, il est arrivé, on a fait une lecture. Il avait déjà lu le texte, mais il n'avait jamais entendu nos voix. Il était au plateau avec nous, il a apporté une basse ou une guitare, un ampli, un ordinateur avec lequel il faisait des sons. Et déjà sur une première lecture, il a commencé à mettre des nappes sonores. Parce qu'il avait l'idée de cette scène-là. Et puis Clément rebondissait. Oui, on est telle couleur de scène, ça me convient. Oui, tout à fait. Là, il me faut un pulse parce que ça... Et construire une musique comme ça, mais c'est génial parce que pour la mise en scène, ça t'ouvre des portes incroyables. Pour le comédien, c'est de la triche parce que tu jouais. Non mais il faut être capable de jouer sans. Oui. Mais ça te porte, ça te met là. Et des fois la musique elle est plus là et tu fais mais qu'est-ce que je suis plus traversé par là. Ah ouais. Mais après ça peut aussi donner des bons repères justement en termes de timing, de mise en scène. Oui, ça rythme. Et pour le spectateur, c'est génial. Bah ouais, bien sûr. Et donc dans ma direction, je travaillais beaucoup en musique. Okay. Je vais dans mes échauffements, de manière assez insidieuse. Derrière, la musique, elle vient aider et accompagner un peu les scènes. Et ça donne de l'intensité. Et là, très vite, on sent qu'on se prend au jeu et on rentre dans mon jeu. Et c'est ça qui est important aussi quand on met en scène, je crois, d'apporter une idée, une couleur, une idée d'une œuvre et de faire adhérer les gens à cette idée-là. Même si au début, il y a des réfractaires, c'est pas grave. Et puis ils ont le droit, en fait, de pas complètement adhérer, mais à un moment donné, s'ils veulent le faire, ils le font. Même en se disant, moi, je l'aurais fait autrement, aucun problème. Évidemment, tu l'aurais fait autrement. Parce que là aussi, dans la mise en scène, tu mets de toi. Hein. Tu mets de toi parce que c'est tes instincts. Et à un moment, là aussi, il faut se faire confiance. Là, tu parlais de déclic tout à l'heure. Là, j'en ai un, tu vois, c'est clair. La première fois que tu mets en scène, c'est un truc de dingue parce que tu pars et tu sais pas où tu vas. Et tu te dis, j'embarque des gens dans un truc, mais s'il faut, ça va être nul. Nul. Est-ce que ma musique va être cohérente? Est-ce que la manière dont je l'ai fait jouer, ça va être cohérent avec le reste? Est-ce que les 3 pauvres idées de scéno que j'ai eues, ça va le faire? Voilà, tu passes le truc, t'y vas. En général, ça se passe bien. Tu peux te foirer, mais en général, ça se passe bien. Et c'est tellement
galvanisant de montrer un travail que tu as quand même construit. Après, c'est plus toi c'est les acteurs qui mouillent le maillot. Mais le chef d'orchestre, c'était quand même toi. Et ça fait plaisir. Ça procure beaucoup de plaisir. Là aussi, c'est pas le même plaisir que l'acteur, mais ça flatte ton ego à un juste endroit. Après, ça dépend comment tu le flattes toi-même, ton ego. Hein. Il faut toujours que ce soit au bon endroit. Puis parfois, ça ne l'est pas. Ça aussi, c'est tout un travail de vie, de l'acteur, de nos métiers, quoi. Mais ça fait plaisir d'accompagner, de monter un truc. Donc ça, c'est un déclic. Première mise en scène, déclic de confiance. J'aime bien finir mes interviews par un dernier conseil que tu aurais à des jeunes comédiennes et comédiens ou pas forcément jeunes. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais bien transmettre? C'est vraiment la question large de fin. Je vais essayer de raccrocher avec ce que j'ai dit avant. Je pense que ne pas oublier d'aborder le travail de manière physique aussi. Quand ça bloque, quand l'intellectuel bloque, aller travailler un texte ou aller même tout en pensant au travail, mais aller sur un terrain plus physique, même sans parler, mais traverser peut-être une scène ou un truc de manière juste physique, quand on sent que ça bloque, et inversement. Aussi revenir à ce qu'on raconte. Souvent, c'est des choses qu'on entend en cours, mais tout est dans le texte. Ne tapez pas sur les mots, ils n'ont rien fait. Ça, c'est des petites phrases qu'on entend dans notre parcours. Mais c'est vrai. Souvent, on se rend compte, parfois, après beaucoup de temps, que tout est dans le texte. Les clés, des fois, d'une scène, elles sont dans ce qu'on raconte ou dans ce que l'autre dit. Et on ne l'avait pas forcément eu. Donc voilà. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis. Quand on est jeune comédien, on est en cours et on se dit, tiens, telle personne, cette fille-là, ou ce gars-là, ils ont un truc. On se dit, c'est quoi un truc? Moi, j'ai rien. Lui, il est là, sa manière, déjà son physique, il a un physique particulier. Ah ouais. Et elle, c'est incroyable, elle est hyper intense. Et puis en plus, elle a une manière de parler. Alors là, on projette tout et on se diminue, on se rapetissit. Et on se dit, moi, j'ai pas de physique. Mais si, un physique en fait. Et il est particulier, parce que tout le monde n'a pas la même tête que moi, le même corps que moi, la même voix que moi. Moi aussi, mais c'est pas tant que moi aussi, c'est juste eux ont accès à une certaine vérité, ils sont décomplexés de quelque chose. Ou peut-être même, peut-être ils sont très complexés en fait, mais ils sont très proches d'eux-mêmes sur une scène. Là, je me mets vraiment dans la posture d'un jeune comédien qui passe les concours. Ouais. Et parce que c'est vrai que c'est assez difficile, parce qu'il faut être performant en 3 minutes. Et ce qu'on cherche, ce que le jury cherche à voir, c'est qui on est. Après, c'est plus notre affaire. Si on a réussi à montrer qui on était, mais c'est pas tant à faire une bonne scène. On peut se foirer. On peut se foirer sur une scène, mais on a tellement montré qui on était, on a tellement été proche de nous-mêmes que, en fait, ça interpelle. Et on se dit, ah ouais, mais c'est vachement bien. Je vais pouvoir justement façonner et je sais avec quel genre de personnalité je vais travailler. C'est pas quelqu'un qui est caché derrière une scène, qui est caché et qui avait justement qui en a fait des kilos-caisses, c'était super bien réglé, mais il était caché derrière son personnage. Non, c'est toi que tu dois mettre en avant. Donc parfois, peut-être en faire moins, se montrer, être simple, essayer d'aller chercher ce que c'est que la simplicité. Ça, je pense que c'est un bon conseil. Okay. Dans le travail, au départ, quand on est jeune comédien, allons voir sans avoir l'idée de performance et de bien faire, de faire une bonne scène qui fait rire ou qui fait pleurer ou que je ne sais pas quoi, mais juste être simple.
simplement dire un texte. Cet exercice que nous avait fait faire à la fin du TNB, du premier tour, où on me dit, vous asseyez là, prenez ce texte et lisez-le de manière neutre. Soyez simple. Prends un texte, lis la première phrase, donne-toi en face de ton partenaire ou en face de plusieurs personnes et le dire simplement avec qui je suis. Déjà ça, c'est un travail fou. Eh ben, fais ton parcours libre comme ça. Tu vois ? Va pas chercher la performance qui va faire « Ah ouais, lui, il a un super parcours libre, c'est génial, il est hyper original. » Oui, sans doute, mais il est peut-être original et ça lui correspond peut-être super bien. Et c'est génial. Toi, si tu te dis que tu sais pas, t'as pas un truc particulier, ou tu sais pas jongler, ou tu sais pas... montre qui t'es, enlève le masque et dis bah, moi, mon parcours libre, c'est juste, je vais vous dire un texte. Je vais vous dire un texte tout simplement. Cette simplicité-là, c'est le plus dur. Et c'est ça qui est beau. Merci beaucoup, Guillaume, pour rien. tout ce que tu as donné, pour tous tes conseils. C'était hyper enrichissant. Avec plaisir. Et, je pense que ça parlera à beaucoup de monde parce que moi, ça m'a beaucoup parlé. Donc, merci pour tout ce que tu as donné.